Un constat, un combat. Dans un monde où l'information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramené dans le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, la revue libre de mai, partie 3. Bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir Flavie, il fait un peu frais chez moi. Oui, je vois, tu n'as pas le chauffage. Je me permets, pendant qu'un conflit en efface un autre, on parle beaucoup de la Palestine et le kéfir est porté, moi je soutiens la Norvège, parce qu'elle est la Norvège. Voilà. Pour qu'elle reste la Norvège. Oh, je ne suis pas de droite, madame. Non. Je suis pour que la Norvège devienne ce que le peuple en voudra et l'humanité elle-même en voudra. Je suis très pro-immigration, madame. Pourquoi Z'immigration. Pro-immigration. Z'immigration. Très, très pro-immigration. Qu'est-ce que c'est la zimmigration? C'est quand tout le monde zigue et migre partout. D'accord. Moi, je suis africain, je suis australien, je suis un peu lapon et un peu lapine aussi. Voilà. Bah, écoute, mon engagement est pour l'humanité, madame. C'est beau. Merci de ce petit mot pour la Norvège, pour la Scandinavie. De quoi allons-nous parler ce soir, David? Bon, de l'Ukraine et de la Géorgie. On va faire un léger parallèle. Léger. Et de la Nouvelle-Calédonie. Et puis, nous parlerons de Choose France. Moi, j'adore Choose France. Chaque fois qu'il y a un Choose France, c'est une fois par an, j'en parle parce que je trouve ça génial. Est-ce que c'est choose dans le sens de chaussures ou de choix? France. France Registered Trademark. La France est une marque. Chaussures. C'est ça, chaussures. Non, choisissez la France. Fais un petit effort. Donc, ça, c'est les trois sujets principaux. Après, il y a des petites choses que je vais comme ça soulever. Mais voilà, nous allons commencer par ces trois sujets-là. En tout cas, pardon pour les feuilles. Voilà. J'ai l'impression que l'actualité ukrainienne est constamment là. Moi, j'ai un peu écouté ce que disait la télé, qui avait l'air de dire... le discours est toujours identique, c'est l'immense défaite russe. Si Poutine cligne d'un œil, c'est la preuve de la défaite. Là, il change de gouvernement, c'est un contexte un peu particulier. J'entends des versions extrêmement différentes sur ces choses-là. Certains disent... D'ailleurs, petite parenthèse, le monsieur qui a été élu... au militaire est un mathématicien de bon calibre, un cybernéticien de bon calibre, un économiste spécialiste d'économétrie de bon calibre. On aimerait que Bruno Le Maire apprenne à compter, ce serait un équivalent à peu près intéressant. En tout cas, on spécule, pour reprendre une phrase qui a été dite récemment, quand les Russes gagnent 1 kilomètre, on dit c'était un kilomètre extrêmement difficile à prendre, il n'a aucune importance. Quand les Ukrainiens en gagnent 2, on dit incroyable, c'est comme s'ils en avaient fait 1000. Bon, je sais pas, dans tous les cas, c'est comme toujours, dans la guerre, la première mort, c'est la vérité. Et je sais pas si on a tellement raison d'en parler, en fait, parce que j'ai entendu Lopez, qui est comme un historien assez sérieux, qui a fait un excellent ouvrage sur Barbarossa, que j'invite tout le monde à lire, et qui est, je crois, le directeur de publication de... Guerre et Histoire, qui est une revue à succès en France, qui avait l'air de dire que la guerre prendrait des années. À côté de ça, j'ai entendu Duran, Mersheimer, McGregor, qui sont quand même des figures assez importantes américaines, dire qu'après l'été, cette guerre est terminée. Je ne sais plus quoi en penser, Flavie, mais en tout cas, c'est vrai, on ne sait plus très bien quoi en penser. Bon, il y a eu cette bataille de Kharkiv dont on dit que l'enjeu est important pour d'éventuelles négociations, parce qu'il a quand même avancé jusque-là, c'est quand même une ville très importante. Voilà. Après, sinon pas grand-chose de neuf. Il y a les élections américaines qui approchent. Enfin, les élections approchent. Après, l'investiture est toujours en janvier, donc c'est 6 bons mois. Si Trump est élu, qu'en sera-t-il? A priori, on peut atteindre de grands changements. En même temps, Trump, let's make America great again. Il ne peut pas non plus complètement désavouer peut-être ce qui s'est passé avant. Donc, est-ce que ce sera aussi spectaculaire qu'on ne le dit, ce règlement, puisqu'il avait dit qu'il réglerait la question en 24 heures? Pas forcément. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais
Voilà, je sais pas ce qu'on peut. J'ai pas grand-chose à dire de plus là, juste Moi, j'ai maintenant. un commentaire sur ce que tu viens de dire. Effectivement, Ouais. il semblerait que, et c'est tout à fait normal, hein, que la politique intérieure prime et soit un peu le pouls et le rythme, en tout cas, des actions américaines. Ça, c'est certain. C'est pas nouveau, hein, ça date probablement. C'est aussi vieux que les empires eux-mêmes. En tout cas, il est certain que ces élections sont un jalon et que ça oriente l'activité actuelle de la politique américaine. Euh, D'autant, si on y réfléchit, est-ce qu'on est certain que le Biden serait tellement perdant d'un cessez-le-feu? Je ne sais pas. En fait, quelle que soit la façon dont on le prend, c'est très difficile à dire, je trouve. Parce que si on voit un Biden qui est l'artisan d'une paix avec Poutine, il coupe quelque part l'herbe sous le pied de Trump. Trump, Mmh. euh, moi, ce Ouais. qui m'amuse beaucoup dans cette élection, c'est qu'on oublie que Trump a déjà été au pouvoir et qu'il n'a pas fait beaucoup la guerre, quoi. Il a bombardé, il a tué un dirigeant iranien, Mmh. je ne sais pas. Mais ce qui est très fort, on a entendu De Niro récemment s'exprimer en disant mais je n'y croyais pas, mais les nazis peuvent débarquer. Oui, mais il était au pouvoir pendant 4 ans et il n'y a pas eu les nazis. Donc c'est rigolo, on a l'impression de vivre dans un espace-temps, la quatrième dimension, les gens, on Il les parlait compare de quels nazis? beaucoup Il à parlait pas Poulain. des nazis ukrainiens dont on parle. Ah J'ai pas écouté ce que disait De Niro. non, De Niro disait J'ai des- simplement, quand j'écoutais les gens quand j'étais jeune qui me disaient ce qui est arrivé en Europe peut arriver. Bon, écoute, dans tous les cas, tout simplement, on voit que tout le monde dit n'importe quoi sur ce conflit, qu'il est difficile de savoir ce qui se passe, mais qu'il semblerait que le mainstream accepte le fait assez simple qu'il y a eu une progression russe et qu'on en est là. Voilà. Oui. On va essayer de Juste, rester, on a beaucoup de sujets à aborder, on je va vais essayer juste de rester un ajouter peu peut-être une perdu. petite chose, que la majorité des républicains, euh, donc au sein de la Chambre des représentants, ont rejoint le Parti démocrate pour accorder à l'Ukraine 61 milliards de dollars supplémentaires. Donc il y a quand même une bonne partie des républicains qui suivent les démocrates là-dessus. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors sur ce point précis, j'ai une information de Mersheimer lui-même qui dit que ces 61 Milliards. milliards, pardon, milliards, ont été débloqués ne sont que du remboursement Mhm. qui iront aux industriels américains, qui ont déjà été plus ou moins alloués. Donc en Ouais. fait, c'est coup d'épée dans l'eau, ça n'a aucune importance, c'est du symbolique. Ça aurait été déployé de quoi qu'il arrive. Donc, ça n'a- Et sachant qu'on ne sait jamais trop où les montants vont, puisqu'il y a une partie des montants, en effet, qui vont directement. Pour le coup, on sait. Oui, bah, là, tu veux dire dans ce cas précis. Parce que, en général, il y a une grande partie du montant qui ne part pas en Ukraine, qui part déjà dans l'industrie militaire, non? Ben, pour être très honnête, les dollars ne tuent pas. Bah, ils ont besoin, tu veux dire quoi exactement par là? Il vaut mieux envoyer des armes que des dollars, en fait. Oui, mais les dollars achètent des armes, non? Exactement, mais c'est qui produit les armes? C'est plutôt les Américains. Mm. Ouais, bon, écoute. Quelque chose à ajouter là-dessus ou est-ce qu'on passe à ce qui se passe en Géorgie? On est déjà au tiers de l'émission, donc je t'invite à avancer. Au tiers? Au tiers, absolument. Juste un petit peu exagéré. Non, Alors, on est Géorgie. passé le tiers. Ok. Géorgie, bah, ça recommence, on a envie de dire. On nous dit que 86% de la population géorgienne est enfin, souhaite intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Ça me semble un chiffre quand même assez spectaculaire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a ce Premier ministre, dont je recherche le nom là, parce que j'avoue, mon professionnalisme, j'ai vu le nom et je l'ai oublié. Ce Premier ministre, donc a priori plutôt pro-russe, il y a un gouvernement qui a été élu, donc c'est quelque chose que je ne comprends pas très bien. Un gouvernement avec une politique qui n'est pas a priori avec pour but de rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne dans un futur proche a été élu pour qu'on nous dise après que 86% de la population contexte cette politique. Il faudrait demander à Glucksmann, qui a été conseiller du précédent dictateur dans ces régions-là, sous commandement américain,
Je ne sais pas très bien. Hein. J'ai l'impression, en fait, que quoi qu'on en pense, la puissance de communication de l'Occident ne suffise plus à tordre le réel, parce que ce qu'on oublie, c'est que pour pouvoir tordre le réel avec des mots, il faut une canonnière. Et il semblerait que le pistolet de M. Poutine soit plus gros que le nôtre, donc on peut se la mettre sous le bras. Alors, tout est parti, d'un texte de loi, qui vise à limiter, enfin, même à repousser, les la comment dire? L'ingérence étrangère. C'est un texte qui impose, toute ONG et tout média qui reçoit plus de 20 de son financement de l'étranger de s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Alors ça choque beaucoup, l'Occident, ça choque beaucoup, c'est 86 plus l'Occident, mais l'Union européenne et l'Occident en général ne sont-ils pas, également une puissance étrangère? Non, non, nous on est le bien. Bon, tout ça est assez confus. Et c'est vrai que c'est un scénario toujours un petit peu répétitif, de terrain d'affrontement entre la Russie et les Occidentaux dans toute cette partie, d'Europe de l'Est, et donc c'est aussi le terrain préféré de notre intellectuel préféré, le dénommé, alors Glucksmann, quel est son prénom déjà? Parce que je confonds avec Enthoven, c'est pas Raphaël? Je crois C'est que Raphaël? les deux sont Raphaël. En fait, de toute façon, ils sont très ressemblants, ce sont des clones. Donc Par contre, on me fait remonter une information assez importante, c'est qu'effectivement, la loi qui touche au financement étranger ne touche pas que enfin, touche aussi les médias russes. Donc en fait, peut-être que la Géorgie serait vraiment dans une position de souveraineté. Dans tous les cas, ça, ils sont obligés. Non, mais d'ailleurs, ma remarque était, en fait, c'était un petit peu à l'envers, ma remarque. C'est vrai que c'est une loi qui vise a priori les ingérences américaines ou de l'Union européenne, mais ils sont obligés de faire une loi à peu près équilibrée, donc évidemment, ça vise tout type d'ingérence étrangère. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas lieu de manifester, puisque ça vise l'ingérence. Enfin, c'est une loi qui paraît juste. Enfin, après, je l'ai pas lu, hein, mais si c'est le cas, qui paraît juste à peu près. en tout cas, si on refait un peu la chronologie à l'envers, Euromaïdan 2014, avant ça, conflit en Géorgie géré par Merkel et Sarkozy. On reste dans la continuité, Mackinder, Brzezinski, l'affiliation des géopoliticiens américains. Rien de nouveau sous le soleil. Ces ouvrages sont probablement en PDF sur Google. Nous invitons nos auditeurs à lire Le Grand Échiquier et les prédécesseurs de cet ouvrage. Oui, nous ferons peut-être d'ailleurs une émission avec une rétrospective de tout l'historique des révolutions de couleur depuis 10-15 ans. Ce serait peut-être bien de rafraîchir un peu les esprits. Je ne sais pas quelle couleur on avait donné aux révolutions en Géorgie. Est-ce que tu t'en souviens? Moi, je suis resté sur l'agent orange. C'est ma dernière couleur, mais c'est peut-être un biais personnel. Ça, c'est en Ukraine. Et c'est Zourabichvili, c'est ça le nom de la présidente? Ce nom me dit quelque chose. C'était donc je crois que Raphaël Glucksmann avait épousé en première. Enfin, je sais pas si Une personne qui a été naturalisée après avoir pris un poste de ministre de l'Intérieur en Géorgie, a été naturalisée pour passer ministre en Ukraine après l'Euromaïdan. On est content que les gens soient recyclables aussi facilement. Diplomate française de naissance. Mais il y avait aussi La présidente. il y avait aussi je ne sais pas si elle était diplomate de formation, mais une personne américaine d'origine ukrainienne qui a obtenu sa nationalité ukrainienne juste avant d'être nommée ministre au moment du gouvernement ukrainien pro-européen. Là-dessus aussi, il faudra que je recherche. Mais en tout cas, oui, voilà, c'était Zourabichvili avec lequel M. Glucksmann, je crois, était impliqué et qu'il a épousé. Enfin voilà, on n'est pas là pour faire le courrier du cœur, mais en tout cas, c'est une information qui est quand même Non, il faut répéter de façon extrêmement fréquente le parcours de M. Glucksmann en Géorgie, en Ukraine, puis en France. Rien que lire le Wikipédia est extrêmement instructif
et invite à un regard suspicieux sur ce personnage. D'ailleurs, nous y reviendrons tout à l'heure, puisque c'est un opposant politique à Emmanuel Macron, a priori, mais que finalement, il est en phase avec lui sur énormément de points. Donc, il a été conseiller de Mikhail Saakashvili. Alors, je confonds peut-être de nom. Président néolibéral, c'est marrant parce que là, le mot est utilisé, ce mot valise. Président néolibéral de la Géorgie. Enfin, c'est dans la fiche Wikipédia. Donc voilà, c'était un autre nom. Et donc, il a épousé Eka Zgouladze, femme politique géorgienne. Bon, ça va. L'actualité nous donnera l'occasion d'explorer les nouvelles réalités géorgiennes. Très bien. Est-ce que tu veux évoquer rapidement la Slovaquie et la tentative d'assassinat de Robert Fico? J'ai une proposition à te faire, c'est que j'ai l'impression que certains événements sont particulièrement faciles à lire. Ouais. Enfin, particulièrement, en tout cas, il y a des lignes qui se tracent assez clairement. Dans ce cas-ci, je ne suis pas certain que, entre l'hypothèse de la folie, l'hypothèse d'intervention étrangère ou l'hypothèse de problème interne, je crains que la situation ne soit pas débouclée, qu'il soit extrêmement difficile de s'exprimer. En tout cas, c'est une surprise. Je remarque avec vous que hier ou avant-hier étaient des journées assez riches en actions on a l'impression d'avoir un symbole d'une montée de l'entropie, du chaos sur la Terre. Moi, c'est l'impression que je me suis dit entre la Nouvelle-Calédonie, cette personne-là et l'état général de la géopolitique mondiale, on a l'impression que le monde est plus brouillonnant, plus flamboyant de chaos. Alors, pour continuer sur le chaos, passons sur la Nouvelle-Calédonie. Je te laisse commencer. On voit une insurrection qui, selon certains analystes, est le produit d'une maladresse étatique. J'ai entendu Alain Bauer dire oui, certes, au dernier référendum, il y a 98%, enfin un pourcentage extrêmement élevé d'approbation, mais unique 98%, c'est ça? 98%. Mais malheureusement, il n'y a que 40% de votants. Apparemment, tout le monde ne peut pas voter. Bon, si j'ai bien compris la problématique, et je pense que tu vas développer, on a l'impression d'une maladresse assez forte des petits gratteurs de papier de Paris qui semblent complètement déconnectés de la réalité. Voilà. Oui. On entend des choses très différentes. On entend une simple révolte anarchique de jeunes gens qui s'ennuient. On entend des mouvements, on dit que c'est des mouvements très politiques. Moi, personnellement, j'y vois plutôt la faiblesse de l'État français et sa bêtise. Alors, c'est toujours pareil sur la question de la bêtise ou le font-ils exprès ou sont-ils stupides? Et puis, c'est vrai que c'est difficile d'évoquer des événements qui se passent aussi loin. Donc, c'est vrai que j'ai entendu qu'il y avait donc beaucoup de très, très jeunes armés. C'est-à-dire que c'est très, très différent des insurrections des années 90. Là, ce sont des personnes beaucoup plus jeunes, très armées et qui pillent et qui mettent le feu. Un peu ambiance post-Naël, quoi. Donc il y a aussi une dimension délinquante, visiblement, dans ces insurrections. Alors, ce qu'il reproche à cette loi, et c'est assez étonnant, je pense, d'ignorer les conséquences, c'est que, en fait, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais la nouvelle organisation électorale fait que des plus récemment arrivés, donc a priori arrivés de métropole, ou d'ailleurs, je ne sais pas, mais qui ne sont pas des Kanaks. Donc, il faut savoir que la plus grosse communauté, donc c'est la communauté kanak, et donc ça lui réserve un droit, enfin ça lui réserve, comment dire, une bonne réserve de vote, et donc une assez fort poussée des indépendantistes, puisque les Kanaks, alors tous les Kanaks ne sont pas indépendantistes, hein, moi je suis pas du tout une experte de cette situation-là, mais ça bouleverse beaucoup les équilibres, et spécifiquement l'équilibre des demandes indépendantistes, et c'est pour ça qu'il y a ces rébellions. Mais alors, ce qui est assez... alors, ils sont très, très soutenus, par exemple, par la LFI, mais là, ce que je trouve assez rigolo, c'est que les Kanaks ne sont pas du tout nos borders, en fait. Ils ne supportent pas que des personnes qui sont arrivées récemment puissent voter. Ça me fait penser à un événement assez précis Ouais. que je trouve un peu amusant. On a eu beaucoup de députés communistes qui ont appuyé
certaines positions du gouvernement d'Afrique du Sud, pardon. Et en fin de compte, leur appui purement idéologique ont créé des situations 10 fois pires. On voit quand même toujours les méfaits Oui. assez forts de l'idéologie. D'ailleurs, idéologie chez la LFI, je ne sais pas, en tout cas opportunisme. Non, mais ce qui est drôle, c'est que là, ils font le contraire de ce qu'ils prêchent en France. C'est toujours cette honnêteté intellectuelle démente. Donc, c'est une révision constitutionnelle qui prévoit l'élargissement du corps électoral à tous les natifs calédoniens et aux résidents depuis au moins 10 ans pour les élections provinciales. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement élections provinciales, ce que refusent donc les indépendantistes. Alors, l'autre point, on va être bref, mais le point très important à soulever, et c'est là où toujours la LFI et une grosse partie de la gauche soutiennent des causes qui, juste comme ça, superficiellement, paraissent de gauche, et en réalité soutiennent les pires ingérences d'un libéralisme globalisé qu'ils sont censés combattre. Puisque qui sont les ingérences étrangères qui sont du côté des indépendantistes kanaks, qui sont donc proches de l'extrême gauche, ce sont des intérêts étrangers, chinois, australiens et aussi d'Azerbaïdjan. Tu sais ce qui nous différencie, Flavie. Toi, tu penses que l'intelligence peut organiser le monde. Moi, je pense que la bêtise est une puissance bien plus organisatrice que l'intelligence. Ces gens sont bêtes. Ces gens sont opportunistes. C'est tout. Ils sont... Oui, ils sont les deux, bêtes et opportunistes. Je pense qu'il y a des gens très, très, très cyniques. Donc, ils savent, mais c'est pas un problème pour eux de l'occulter. Après, il y a aussi des gens stupides. Bon, ça, c'est toujours le grand débat, à savoir combien d'idiots dans la foule. Bon, mais juste... Non, mais parce que moi, j'ai une théorie super simple. Il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien. C'est extrêmement difficile de faire 10 fois d'affilée. C'est comme jeter une pièce. Hein. Faire face 10 fois d'affilée est extrêmement difficile. Imaginez qu'on monte dans 3 occurrences possibles, face, pile et une troisième possibilité. Faire 10 fois le même résultat d'affilée est extrêmement difficile. Ces gens sont bêtes, ils sont incroyablement bêtes, mais être aussi bête systématiquement relève de l'art. Bravo. Bah, c'est ça qui questionne. Être aussi bête, de temps en temps, ça devrait... C'est du talent, on appelle ça le talent, on ne peut pas comprendre. D'accord, talent de la bêtise. Donc, très rapidement, les Chinois, qu'est-ce qui les intéresse sur ce territoire? C'est des réserves de nickel qui sont très importantes pour les batteries de voitures électriques sur lesquelles ils se positionnent de plus en plus, et pour l'acier inoxydable. Et c'est une voie maritime stratégique dans le Pacifique, évidemment. Tu fais extrêmement bien de souligner à quel point c'est une zone extrêmement importante pour la France. Et si on imagine une convergence d'intérêts européens, pour l'Europe, l'avenir de l'Europe l'avenir de l'humanité est sur les mers, ou en tout cas dans le Pacifique et dans les zones qui entourent l'Asie. La France ne tient pas sa banlieue, je ne la vois pas tenir sa périphérie lointaine. Tu la vois pas tenir ça très longtemps. Tu ne tiens pas ta banlieue, tu ne tiendras pas une périphérie à plusieurs milliers de kilomètres. Et quel est le rapprochement principal, selon toi, que l'on peut faire avec Mayotte On voit certes peut-être l'idéologie libérale du laisser-faire, les 4 piliers européens sont tous autour de la libre circulation. On a un paradigme plutôt de liberté individuelle, mais on voit à côté de ça on voit les droits de l'homme à l'œuvre, on voit les idéologies des années 80 à l'œuvre, assez simplement. On ne peut pas être contre l'immigration, on ne peut pas être pour l'autorité excessive. C'est un paradigme qu'on appliquera jusqu'au bout. Ouais. Aussi, n'oublions pas quand même que l'État est faible. Oui, mais alors moi là-dessus, oui, d'accord, l'État est faible, mais là-dessus, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que je pense que ce paradigme sert aussi des intérêts financiers très importants et permet de ripolliner d'un discours de gauche des intérêts tout à fait libéraux. Mais la finance serait stupide de ne pas venir se servir sur les gens faibles. Les hyènes se nourrissent de ce qui traîne. Mais notre gouvernement, je pense, n'est pas seulement faible, il sert des intérêts qui ne sont pas ceux qu'ils sont censés servir. Ça sera une excellente conclusion. Effectivement, on vit dans un continent, un Occident qui semble extrêmement doué à servir
l'opposé de ses intérêts. Donc, oui. Bon, ça nous fait une revue de presse intéressante. Un grand merci. J'ai remplacé Gauthier qui, Mais on a fini là parce que j'avais une à un défaut, dernier non sujet. mais On on invite nos auditeurs très nombreux, nos millions d'auditeurs, à nous rejoindre pour le prochain format, qui est un format beaucoup plus libre. Nous avons traité une belle partie de l'actualité. Au studio, notre cher Noah, merci pour la à clôture. vous les studios. À vous les studios. Dans la société des dystopies contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans une société des crises, en dissolution, être dans la zone libre, c'est passer du constat au combat.